Bien, mes chers collègues, il est 20 heures. Je vous propose que nous puissions donc ouvrir cette séance du conseil municipal qui sera, entre autres, consacrée au débat portant sur les orientations budgétaires et l'occasion aussi pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur les réseaux, de leur présenter toutes nos excuses pour la qualité du son la fois dernière qui était due à un problème de paramétrage. J'espère que pour, cette fois-ci, les échanges seront plus audibles. Bien, je vais commencer donc par l'appel nominal des présents. Yoann Mittelosser, je suis présent. Madame Sabourin-Michel, présente. Monsieur Vaury, présent. Madame Ambrosio Tadi, pardon, présente. Monsieur Chiane, présent. Madame Thirouin, présente. Monsieur Lajugie, présent. Madame Siffert, présente. Monsieur Dupuis, présent. Madame Boivin, présente. Monsieur Drapier, présent. Monsieur Bonneau, Monsieur Demoisson, pardon. Présent. Monsieur Bassière, je vais y arriver, pardon. Présent. Monsieur Parmentier, présent. Madame Brasseur, présente. Monsieur Bagaragaza, présent. Madame Bussière, présente. Monsieur Faucheux, présent. Madame Martins, présente. Madame Vater, présente. Monsieur Camara, il est pas là. Madame Bosque, présente. Madame Trochet, présente. Madame Bilingui est absente, excusez, elle m'a donné son pouvoir. Monsieur Tevray, je l'ai pas vu. Et Madame Télémingue Mezza. Alors, on dit que je le prononce correctement une bonne fois pour toutes. Comme ça m'évitera de l'écorcher à chaque fois. Dites Télémingue. Bon, parfait. Donc, Madame Télémingue présente. Merci. Donc, le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir la séance. Il nous revient avant de désigner un ou une secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un ou une candidate pour officier sur ce rôle? Alors, Madame Vater, bon, en général, il n'y a pas de foule de candidatures. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité, Madame Vater est désignée secrétaire de séance. Il me revient également de solliciter de votre part l'autorisation que nous puissions avoir recours au scrutin public, c'est-à-dire qu'il permet de, dans le compte-rendu, de donner l'orientation de vos votes, hein. On dira un tel a voté pour, contre, ce conformément à l'article 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Habituellement, cette autorisation est assortie aussi de la possibilité d'utiliser le scrutin électronique. Malheureusement, on a un problème de Wi-Fi, donc on va voter à l'ancienne, mais néanmoins, via le scrutin public, le sens de vos votes apparaîtra dans le cadre du procès verbal. Est-ce qu'il y a des objections sur ce mode de scrutin? Non, je mets aux voix des votes contre, abstention, unanimité. Merci, le scrutin public est donc retenu. L'ordre du jour appelle donc 15 points et nous allons commencer par l'approbation du procès verbal de la dernière séance, à savoir celle du conseil municipal d'installation qui a eu lieu ici même le 20 mars dernier. Le procès verbal était donc, ainsi que l'ensemble des autres éléments, joints à la note de synthèse pour la préparation de la séance. Est-ce que vous aviez, mes chers collègues, s'agissant de ce procès verbal, des remarques, des observations ou des amendements? Je n'en vois pas, je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? À l'unanimité, le procès verbal est donc adopté. Il nous revient maintenant d'aborder l'adoption du règlement intérieur. Alors, comme vous le rappelez, la note de synthèse, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal, notre assemblée doit se doter d'un règlement intérieur, et ce, conformément à l'article 2121-8 du Code général des collectivités territoriales, lequel stipule que dans les communes de plus de 1000 habitants, le conseil municipal doit établir un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Celui-ci va venir compléter les dispositions d'ordre législatif et réglementaire qui régissent le fonctionnement interne des assemblées délibérantes locales, et ainsi, hormis certaines mentions expresses du Code général des collectivités territoriales, son contenu est fixé librement par le conseil municipal. Il va nous permettre, entre autres, d'organiser la tenue de nos débats, la manière dont on pose des questions écrites, des questions orales, ou encore les modalités d'expression dans les tribunes. Ce projet de règlement intérieur donc, vous a été transmis. Il reprend l'essentiel des dispositions que nous avions, hein, à l'occasion du précédent mandat, lequel avait été donc adopté en juin 2020. Il a toutefois été actualisé afin de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires qui ont pu intervenir au cours de la mandature, et je pense que vous l'avez toutes et tous parcouru, et que vous avez peut-être même, à la lecture des 37 articles qui le constituent, des questions ou des observations? Non? Eh bien, écoutez, je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre,
des abstentions, unanimité. Notre règlement intérieur est donc adopté. Merci à tous. Il nous revient à présent d'aborder le sujet du droit à la formation des élus ainsi que le budget qui y est affecté. Comme le stipule l'article 2123-12 du Code général des collectivités territoriales, lequel a été modifié par l'ordonnance de l'année 2025-526 du 12 juin de cette année 2025, l'article 1 a reconnu à chaque conseiller municipal un droit à une formation adaptée à ses fonctions et permettant de faire face à la complexité de la gestion locale et à la nécessaire compétence qu'appelle la responsabilité élective. D'autre part, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année du mandat pour les élus ayant reçu une délégation. J'ai eu l'occasion de l'indiquer à un certain nombre d'entre vous. Je propose qu'on élargisse cette formation et donc elle sera proposée à l'ensemble des élus du conseil municipal. Et je pense qu'elle portera, pour que chacun ait à peu près les mêmes éléments de base, arrivée de M. Camara, bonsoir, elle portera sur l'organisation territoriale de la République, avec notamment donc les rôles des communes, compétences, ainsi que l'articulation avec les autres strates. Arrivée de M. Tevray, bonsoir. Euh, Néanmoins, donc cette délibération rappelle ce droit individuel à la formation, ainsi que donc cette formation collégiale. Nous devons prendre une délibération dans les 3 mois qui suivent le renouvellement du conseil général, le renouvellement général, pardon, du conseil municipal sur cet exercice du droit à la formation de chacun des membres. Et à l'appui de ceci, nous devons donc arrêter une enveloppe budgétaire. Alors, le montant prévisionnel des dépenses de formation, il faut le savoir, et vous le verrez quand on l'inscrit, ça peut paraître être une somme importante, mais c'est la règle de droit qui définit que nous ne pouvons pas inscrire moins de 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Et le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant. Donc, nous inscrivons cette enveloppe et ensuite, en fonction des souhaits de chacun à titre de la formation individuelle, eh bien, c'est dans cette enveloppe que nous trouvons les crédits pour répondre au paiement des formations. On vous rappelle quand même que les formations qui peuvent être prises en charge doivent être délivrées par des organismes qui sont agréés par le ministère de l'Intérieur. Donc, n'allez pas me trouver une association qui fait du fromage dans le Larzac, ça peut être le cas, mais si elle n'est pas agréée par le ministère de l'Intérieur, nous ne pourrons pas, dans le cadre des crédits de formation, faire en sorte que vous soyez couverts à ce titre. Il faut également donc savoir que la formation, on la prend dans le sens, le remboursement des frais d'enseignement, mais aussi des frais de déplacement, ainsi que la compensation de la perte éventuelle du salaire, de traitement ou de revenu dans la limite de 18 jours par élu et pour toute la durée du mandat et 1 fois et demi la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Voilà mes chers collègues, pour l'exercice 2026, il vous est donc proposé de fixer les dépenses, à hauteur donc de 5 d'indemnités allouées aux élus, soit 6 050 €. Est-ce qu'il y a des questions, des observations donc sur ce droit à la formation des élus et le budget affecté? Je n'en vois pas. Je soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Nous arrivons au point numéro 4. Il concerne le règlement budgétaire et financier. Et je cède la parole à Madame Ambrosio Tadini. Oui, bonsoir. Donc, depuis la mise en œuvre de la nomenclature M57 depuis le 1er janvier 2024, l'approbation d'un règlement budgétaire et financier, le RBF, est obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500 habitants. Ce règlement budgétaire et financier fixe notamment les modalités d'adoption du budget par l'organe délibérant et définit les règles de gestion par l'exécutif des autorisations de programme et autorisations d'engagement. Le règlement budgétaire et financier qui reprend donc le cadre juridique du budget communal, l'exécution budgétaire, les opérations financières particulières et les opérations de fin d'année, et ainsi que la gestion de la dette et de la trésorerie. L'adoption de ce RBF doit avoir lieu avant le vote de la première délibération budgétaire et il est valable pour la durée de la mandature. Il pourra toutefois être révisé en cours de mandature si nécessaire. Donc ce règlement proposé a été joint en annexe. Il vous est donc demandé de l'approuver conformément à la réglementation. Merci. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, donc sur ce règlement budgétaire et financier, des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Nous arrivons au point numéro 5. Il concerne le CCAS et la détermination du nombre de membres siégeant au conseil d'administration, ainsi que la désignation donc de ces membres, après avoir déterminé le nombre, au sein du conseil municipal. Donc il vous est rappelé que le Centre communal d'action sociale
est régi par le Code de l'action sociale et des familles. Il est géré donc par un conseil d'administration qui est composé du maire, président de droit, et ensuite, en nombre égal, de membres qui sont élus au sein de notre instance, ainsi que des membres qui sont nommés par moi-même parmi les personnes représentant de différentes associations, notamment dans le domaine caritatif. Donc, on consulte les associations, elles nous font des propositions, et ensuite, donc, j'en désigne 8 parmi ceux-là pour siéger au sein du conseil d'administration. Donc, le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. Alors oui, j'ai déjà anticipé, dans la limite de 8. Et je vous propose donc que nous puissions retenir ce nombre, ce qui ferait donc 8 membres issus du conseil municipal et 8 membres représentant les associations caritatives. Il n'y a pas de nombre minimum qui soit fixé. Toutefois, l'article 123-6 du Code d'action sociale et des familles prévoit que 4 catégories d'associations doivent obligatoirement faire partie du conseil d'administration. L'élection et la nomination des membres du CCAS ont lieu dans les 2 mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal et le mandat est fixé pour la durée du mandat municipal. Les membres élus le sont au sein du conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, et le scrutin est secret. Je vous propose donc que nous fixions à 14 le nombre de membres siégeant au conseil d'administration du CCAS et donc d'élire ce soir parmi les membres de l'Assemblée 7 membres. Est-ce qu'il y a sur le nombre de membres du conseil d'administration des remarques ou des observations? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, nous avons déterminé qu'il y aurait 7 membres, enfin 14 membres et donc 7 au sein de ce conseil. Nous allons donc maintenant pouvoir donc passer au vote. Je vais donc demander aux responsables des 2 listes en présence s'il y a des candidatures qui sont donc soumises. Oui, nous, on va présenter une liste avec 2 personnes. Donc, Parfait. Donc, je note que votre liste donc comportera vous-même, Monsieur Franck Tevray, et Madame. en numéro 1, ça sera donc madame Télémagne-Mezamo et puis D'accord. en numéro 2, monsieur Tevray. Fait. Pour les membres de la majorité municipale, donc je vous propose une liste donc composée des 7 noms suivants. Sinon, pardon, Madame. Ben oui, mais il y a une erreur. Puisque moi je suis membre de droit, donc j'apparais pas sur la liste des représentants. Euh, qui on avait eu une discussion? Eh ben, Madame Siffer. Donc, je vous propose donc la liste des membres suivants. Madame Sabourin-Michel, Madame Brasseur, Madame Boivin, Madame Trochet, Madame Bosc, Madame Martins et Madame Siffer. Non, il y a 2 listes qui sont déposées. Donc, je reprends. Sur notre liste de 7 noms, il y a Madame Sabourin-Michel, Madame Brasseur, Madame Boivin, Madame Trochet, Madame Bosc, Madame Martins. Et pour ceux qui voudraient voter pour cette liste, je vous invite à rajouter à la main en bas Madame Neima Siffer sur chacun de vos bulletins. Et nous avons donc une liste déposée donc par la liste minoritaire Agir pour Angerville, composée de Madame Leslie Télémingue et de Monsieur Franck Tevray. Il nous faut composer aussi donc le bureau de vote. Est-ce qu'il y a un représentant pour chacune des listes? Monsieur Tevray, de votre Monsieur côté? Tevray, oui. Vous-même? De notre côté, Madame Trochet. Parfait. Bien. Je vous invite donc à l'appel de votre nom à bien vouloir remettre donc dans l'urne qui va circuler votre bulletin. Alors, Johan Mittelhosser a voté. Ensuite, Madame Sabourin-Michel, Monsieur Dominique Vaury, Madame Ambrosio Tadi,
Monsieur Cédric Chian. Pardon, désolé, je vais vous faire la navette. Madame Christelle Thirouin. Monsieur Alain Lajugie, Madame Neima Sifer, Monsieur Bruno Dupuis, Madame Françoise Boivin. Je suis désolé que ça vous renvoie totalement là-bas, ce qu'on a dû faire dans l'ordre. On verra la liste après. Monsieur Drapier, Monsieur Bonneau, Monsieur Demoisson, Monsieur Bassière, Monsieur Parmentier. Parmentier tout court. Madame Brasseur, Madame Bagaragaza, Madame Bussière, Monsieur Faucheux, Là-bas. Madame Martins, Madame Vater, Monsieur Camara, Madame Bosque, Madame Trochet, Madame Bilingui, donc c'est moi qui ai son pouvoir. Et ensuite, Monsieur Tevray et Madame Télémague. Parfait. Eh bien, on peut du coup, on n'a pas mis de table. On va se mettre là si vous voulez. Je vais inviter Madame Trochet et Monsieur Tevray à bien vouloir renverser l'urne, et compter le nombre de bulletins, s'il vous plaît. Monsieur Mitterloser, 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 Madame Télémingue, Monsieur Mitterloser, 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 Madame Télémingue, Monsieur Mitterloser et Monsieur Mitterloser. Merci beaucoup. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 27. Bulletins nuls. Donc, ce qui nous fait donc 27 votants. Aucun nul. Suffrage exprimé, 27. Le quotient électoral était donc fixé à la moitié des membres en exercice, plus 1, soit 15 membres. Ont obtenu donc la liste menée par Monsieur Johan Mitterlosser, donc 25 voix, et la liste menée par Madame Télémingue, 2 voix. Ce qui donc donne, quand on fait rentrer dans la calculette avec la règle du plus fort reste, je vous laisse calculer.
Merci. Bien, donc sont élus au conseil d'administration du CCAS Madame Sabourin-Michel, Madame Brasseur, Madame Boivin, Madame Trochet, Madame Bosc, Madame Martins et Madame Télémingue. Merci à tous. Nous poursuivons avec le point numéro 6 qui concerne donc la Caisse des écoles avec la désignation de 2 membres représentant la collectivité. Il vous est rappelé que la Caisse des écoles participe au développement d'actions à caractère éducatif, culturel et social en faveur des enfants relevant de l'enseignement supérieur, du premier pardon, et du second degré, excusez-moi, par le biais de dotations qui serviront à financer du matériel pédagogique ou des actions culturelles. Elle est administrée par un comité qui comprend le maire, président de droit, l'inspecteur d'éducation nationale qui est chargé de notre circonscription ou son représentant, ainsi qu'un membre désigné par le préfet, et 2 conseillers municipaux, ainsi que 3 membres élus par l'Assemblée générale des sociétaires de la Caisse des écoles, soit 2 au niveau de l'école élémentaire et 1 au niveau de l'école maternelle. Il vous est donc proposé de passer à la désignation donc, des 2 membres qui siégeront donc, au sein de la Caisse des écoles. Alors par contre, on n'est pas avec un scrutin de liste, donc on le fait les uns après les autres. Donc, je vais demander pour Monsieur Tevres, est-ce qu'il y a une première candidature? Excusez-moi, pardon. Oui, Madame Télémingue. Merci. Et votre seconde candidature? Bah, Monsieur Tevray après. Parfait, merci beaucoup. S'agissant de la liste toujours ensemble pour Angerville, je vous propose Madame Neima Sifer et Madame Julietta Martins. Donc, pour le premier membre, je vais vous demander donc de voter. Donc, on va faire alternativement. On va commencer par la liste de Monsieur Tevray. Que ceux qui souhaitent donc voter pour Madame Télémingue lèvent la main. Donc, j'ai 2 voix. Que ceux qui souhaitent voter pour Madame Sifer lèvent la main. J'ai donc 25 voix avec pouvoir. Pour la liste donc de Monsieur Tevray, donc la candidature de Monsieur Tevray, donc ceux qui souhaitent voter pour Monsieur Tevray lèvent la main. 2. Et pour toujours ensemble pour Angerville, pour Madame Julietta Martins, que ceux qui souhaitent voter lèvent la main. Donc 25 avec pouvoir. Sont donc élus représentants de la commune à la Caisse des écoles, Madame Sifer et Madame Martins. Merci. Nous poursuivons donc avec la désignation des représentants au sein du conseil d'administration du comité des fêtes. Conformément au statut du comité des fêtes d'Angerville, il convient de désigner 3 membres du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration de l'association. Est-ce qu'il y a des candidatures du côté de Monsieur Tevray? Oui, Monsieur Tevray. Et une autre, parce que vous pouvez jusqu'à Et, 3. et Madame Télémingue. Parfait. Du côté de la majorité municipale, je vous propose Madame Christelle Thiroin, Madame Marianne Bussière et Madame Nadège Brasseur. Donc, pour le premier membre, que celles et ceux qui souhaitent donc voter pour la candidature de Monsieur Tevray lèvent la main. 2. Que ceux qui souhaitent voter pour la candidature de Madame Thiroin, sachant que ne peuvent participer au scrutin ceux qui sont membres du bureau. Donc vous devez être 2 hein, de mémoire. Donc Madame Boivin et Monsieur Demoisson ne peuvent pas voter. Donc pour Madame Christelle Thiroin, non. Tu es au bureau. Alors j'entends bureau, c'est-à-dire que faut être président, vice-président ou trésorier. C'est les seules notions d'incompatibilité. Donc, si mes calculs sont bons, on doit être à 23. Pour la candidature de Madame Télémingue, quels sont ceux qui souhaitent voter? 2 voix. Merci. Pour la candidature de Madame Bussière, je vous invite à lever la main. Donc 23 avec pouvoir. Et ensuite, il nous reste donc une candidature. Celles et ceux qui souhaitent voter pour Madame Brasseur, lève la main. Donc j'en ai 23. Sont donc élus pour représenter la commune au conseil d'administration du comité des fêtes, Madame Thiroin, Madame Bussière et Madame Brasseur. Désignation des délégués communaux au sein du TSE. La commune est membre du syndicat mixte à la carte dénommé Transport Sud-Essonne. À cet égard, notre conseil municipal doit élire en son sein les délégués qui seront amenés à siéger
au sein de ce syndicat, lequel a pour objet aujourd'hui d'exercer des compétences liées aux autorités organisatrices de transport, à savoir la gestion et la coordination des services de transport sur le territoire. Pour ce faire, il propose des compétences à la carte pour l'ensemble des membres, organisation des transports urbains intramuros, nous ne sommes pas concernés, l'organisation des transports spéciaux scolaires pour les regroupements pédagogiques ou les taxis, l'organisation des transports au sein des élèves qui fréquentent le collège Hubert Robert de Méréville, la coordination avec Île-de-France Mobilité les transporteurs et l'organisation et la gestion de transport à la demande, etc., etc. Le syndicat est administré donc par un comité syndical qui est composé d'élus qui sont désignés par les conseils municipaux. Donc, il nous revient de désigner 2 délégués titulaires. Je vous propose qu'on puisse donc voter à main levée comme on l'a fait précédemment, sauf s'il y a des gens qui s'y opposent. Non. D'ailleurs, ça, je vous ai pas posé la question précédemment. Ceci étant, si quelqu'un s'y oppose, on peut tout recommencer et tout refaire au bulletin secret, hein. J'ai pas de difficulté avec ça, mais c'est beaucoup plus long. Bien, je fais appel donc aux candidatures. Donc, Monsieur Tevray et Madame Télémingue. Merci. Et donc, nous allons procéder de la même manière. De mon côté, je vous propose Monsieur Parmentier pardon, et Madame Bussière. Donc, que ceux qui souhaitent voter pour la candidature de Monsieur Tevray lèvent la main. 2 voix. Que ceux qui souhaitent voter pour la candidature de Monsieur Parmentier lèvent la main. 25 voix avec pouvoir. Que ceux qui souhaitent voter pour la candidature de Madame Télémingue lèvent la main. 2 voix. Et ceux qui souhaitent voter pour la candidature de Madame Bussière lèvent la main. 25 voix avec pouvoir. Sont donc désignés délégués de la commune au sein du syndicat Transport Sud-Essonne, Monsieur Parmentier et Madame Bussière. Nous poursuivons avec la désignation des délégués, mais cette fois-ci au sein du syndicat intercommunal d'énergie du Grand Étang-Poix. Il vous est rappelé que notre commune étant membre de ce syndicat, nous devons élire en notre sein des délégués qui vont être amenés à siéger au sein du syndicat, conformément aux articles du code dont je vous fais grâce. Ce syndicat exerce en lieu et place des communes adhérentes le pouvoir de concédant que les lois et règlements en vigueur confèrent. Donc c'est une autorité organisatrice de distribution d'électricité qui a pour but donc aujourd'hui notamment de collecter la taxe, une partie de la taxe de l'accise ou de l'ancienne taxe finale sur la consommation d'électricité qui est sur vos factures d'énergie et d'organiser ensuite un dispositif de subventionnement et d'accompagnement des communes dans la transition énergétique. Nous avons pu bénéficier durant la dernière mandature et celle encore avant de l'accompagnement du syndicat, entre autres pour financer la transition de l'ensemble de l'éclairage public en LED. Nous en avons aussi bénéficié lorsqu'on a pu changer des dispositifs de chauffage, de radiateurs ou encore d'isolation de bâtiments, de changement de menuiserie ou encore d'acquisition de matériel électrique pour les services techniques, enfin tout dispositif aujourd'hui qui permet donc de diriger cette taxe pour que les communes accélèrent leur transition énergétique et par conséquent réduisent leurs coûts, hein. Chacun aura compris que ça permet aussi de faire en sorte que toutes et tous qui participons au financement du service public municipal, eh bien, nous puissions voir cette charge diminuer grâce à l'affectation de cette taxe. Voilà pour les grandes règles donc de ce syndicat qui est en lien avec la concession avec Enedis. Et donc, nous avons un nombre de délégués à désigner, en l'occurrence un titulaire et un suppléant. Monsieur Tevray, est-ce qu'il y a des candidatures de votre côté? Monsieur Tevray, Madame Télémingue. Merci. Donc, Monsieur Tevray en titulaire et Madame Télémingue en suppléant. C'est ça, oui. Merci. Donc, du côté de la majorité municipale, je propose en titulaire la candidature de moi-même, Yoann Mittel-Auxerre, et en suppléant Monsieur Pierre Bonneau. Bien, je vous invite donc pour le délégué titulaire que celles et ceux qui souhaitent voter pour Monsieur Tevray lèvent la main. 2 voix, merci. Que celles et ceux qui souhaitent voter pour ma candidature lèvent la main. Donc 25 voix avec pouvoir, merci. Que celles et ceux au titre de suppléant qui souhaitent voter pour la candidature de Mme Télémingue lèvent la main. 2 voix. Et que celles et ceux qui souhaitent voter pour la candidature de M. Bonneau lèvent la main. 25 voix avec pouvoir. Merci. Sont donc élus respectivement en qualité de titulaire M. Yoann Mittel-Auxerre et de suppléant M. Pierre Bonneau. Nous poursuivons désignation des délégués communaux au sein du SMOIS. Alors, le syndicat mixte Orge-Yvette-Seine exerce pour notre compte la compétence de distribution de gaz. Et donc, nous devons à ce titre
désigner donc un titulaire et un suppléant au sein de ce syndicat qui est mixte et qui pour partie exerce aussi une compétence de syndicat d'énergie. Nous n'y avons adhéré que pour la compétence du gaz. Et donc je fais appel aux candidatures. Monsieur Tevray, est-ce qu'il y a des candidatures de votre côté? Oui, Monsieur Tevray Titulaire, merci. et Madame Télémingue en suppléant. Merci. Je vous propose pour la majorité municipale la candidature en qualité de titulaire de moi-même, Johan Mittel-Osser, et en qualité de suppléant de Monsieur Pierre Bonneau. Je vous invite maintenant à passer au vote. Que celles et ceux qui souhaitent voter pour la candidature de Monsieur Tevray lèvent la main. 2 voix, merci. Que celles et ceux qui souhaitent voter pour ma candidature lèvent la main. 25 voix avec pouvoir, merci. Que celles et ceux qui souhaitent voter pour la candidature de Mme Télémingue lèvent la main. 2 voix, merci. Et pour la candidature de Monsieur Bonneau, je vous invite à lever la main. 25 voix avec pouvoir. Sont donc désignés respectivement en qualité de titulaire M. Johan Mittel-Osser et de suppléant M. Pierre Bonneau. Le point numéro 11, il appelle à la désignation d'un représentant de la commune au sein du Centre national d'action sociale, qui est une loi de 1901 qui est administrée et animée par des instances paritaires, structurées autour de 4 niveaux de représentation, locale, départementale, régionale et nationale. Les missions de cette association s'apparentent aux missions d'un comité d'entreprise qui offre certains avantages aux salariés. Le CNAS regroupe actuellement 21 447 structures territoriales, de nombreux départements, régions et autres, pour un total de 955 108 bénéficiaires. Et donc, afin de répondre à nos obligations en matière de politique sociale en faveur du personnel, conformément aux dispositions de la loi 2017-209 du 19 février 2017, la commune est donc adhérente au CNAS depuis de nombreuses années, ce qui permet donc à nos agents de bénéficier donc de ces prestations, à l'instar de ce qu'on connaît dans le privé avec les comités d'entreprise. Dans ces statuts, le CNAS prévoit la désignation d'un délégué qui va représenter les élus et d'un représentant des agents pour siéger dans l'Assemblée départementale annuelle afin de donner leur avis sur les orientations de l'association, d'émettre des vœux sur l'amélioration des prestations qui sont offertes et naturellement de procéder à l'élection des membres du bureau départemental ainsi que des délégués départementaux et des membres du conseil d'administration. La durée de leur mandat est calquée sur celle du mandat municipal, soit 6 années. Le délégué qui représente les agents est désigné donc parmi les agents de la collectivité territoriale et le délégué qui représente les élus est désigné par le biais d'un vote en conseil municipal. Est-ce qu'il y a des candidatures? Oui, Madame Télémingue. Madame Télémingue, parfait. Et pour la majorité municipale, je propose Madame Sabourin-Michel. Je vous propose donc de passer au vote. Que celles et ceux qui souhaitent voter pour Madame Télémingue lèvent la main. 2 votes, merci. Et pour la candidature de Madame Sabourin-Michel, je vous invite à voter. 25 voix avec pouvoir. Madame Sabourin-Michel est donc désignée représentante de la collectivité auprès du CNAS. Nous poursuivons avec la désignation d'un correspondant défense. Alors, créé en 2001 par le secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants, la fonction de correspondant défense répond à la volonté d'associer tous les citoyens aux questions de défense et de développer le lien armée-nation grâce aux actions de proximité. Le correspondant défense est l'interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires dans la commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations armée-nation. Il relaie les informations relatives à ces questions auprès du conseil municipal ainsi que les habitants de la commune. Les missions du correspondant défense s'organisent autour de 3 axes: la politique de défense, le parcours citoyen et la mémoire et le patrimoine. Chaque commune de France est appelée à désigner un représentant, un correspondant défense au sein de son conseil. Et je vous propose donc que nous puissions là aussi procéder à main levée. Est-ce qu'il y a des candidatures? Monsieur Tevray. Monsieur Tevray, merci. Et je propose pour la majorité municipale la candidature de Monsieur Alain Lajugie. Je vous propose de passer au vote. Que celles et ceux qui souhaitent voter pour la candidature de Monsieur Tevray lèvent la main. 2 voix, merci. Que celles et ceux qui souhaitent voter pour la candidature de Monsieur Lajugie lèvent la main. 25 voix avec pouvoir. Monsieur Alain Lajugie est donc désigné correspondant défense de la commune. Nous en arrivons au cœur de notre séance, à savoir le débat portant sur les orientations budgétaires au titre de l'exercice 2026. Je vais vous faire grâce de la lecture puisque je pense que c'est rappelé dans le cadre du préambule donc du ROB et je cède sans plus attendre la parole à Madame Ambrosio Tadi. Voilà.
Donc, en préambule, vous dire que la rédaction d'un rapport d'orientation budgétaire est une obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants ou pour les EPCI qui comptent une commune d'au moins 3 500 habitants. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil dont il est pris acte par une délibération spécifique. En application de l'article L. 5217-10-4 du CGCT, la présentation des orientations budgétaires doit intervenir dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du budget. Ce ROB doit contenir un rappel du contexte financier national et local, une analyse des effets des principaux articles du projet de loi de finances pour 2026 intéressant les collectivités locales et une vision sur l'évolution des sections de fonctionnement et d'investissement, ainsi que l'endettement pour les différents budgets de la collectivité pour l'exercice de l'année concernée. Donc, nous allons voir dans un premier temps donc, ce contexte national et local, puis les principales mesures du PLF 2026, puis le budget principal 2026, le budget ZIA, celui de la Caisse des écoles et du budget CCAS. Le contexte économique et financier national. La loi de finances pour 2026 a pour objectif premier de réduire le déficit public de 5% du PIB. Le déficit de l'État est ainsi chiffré à 134,6 milliards d'euros contre 131,6 milliards en 2025. La part de la dette publique atteindrait plus de 118% du PIB. Le total des recettes s'élèvera à 365,5 milliards d'euros et le taux de prélèvement obligatoire s'établira à 43,9% du PIB. Le texte ambitionne de redresser les comptes publics par d'une part des hausses de recettes fiscales, en particulier par un effort supplémentaire des contribuables les plus aisés et par la suppression de plusieurs niches fiscales, et aussi par une baisse des dépenses de l'État, hors bien sûr défense nationale. Les dépenses de l'État seraient, lui, en baisse de 2 milliards d'euros par rapport au PLF initial, celui qui était intervenu en octobre, grâce notamment à des économies réalisées sur les ministères non régaliens, les agences et les opérateurs. La loi de finances pour 2026 poursuit donc l'objectif de ramener le déficit public à 5% en 2026. En ce qui concerne la situation financière des collectivités locales, elle apparaît disparate selon la catégorie considérée, mais moins préoccupante que prévu pour les collectivités du bloc communal selon les données 2025 projetées. Ainsi, l'évolution prévisionnelle du taux d'épargne brute des collectivités du bloc communal, donc soit les communes et les EPCI, serait légèrement positive et atteindrait plus de 0,1% selon les données encore provisoires. Ce résultat est obtenu grâce à une maîtrise plus forte qu'attendue des charges à caractère général, en lien avec un taux d'inflation qui est en baisse. Les départements, quant à eux, connaîtraient une augmentation sensible de leur taux d'épargne brute grâce à la reprise marquée des droits de mutation à titre onéreux, mais avec un volume d'investissement en baisse par rapport à 2024. Les régions, elles, subiraient un net recul de leur niveau d'épargne, pouvant être expliqué par une baisse de leurs recettes de fonctionnement avec l'application du DILICO et du gel de la TVA. La situation financière des collectivités locales reste néanmoins tendue après 2 années 2023 et 2024 marquées par une baisse sensible des marges de manœuvre des collectivités. En 2025, les collectivités locales avaient déjà participé à la réduction du déficit public à hauteur de 5,4 milliards, d'après les estimations publiées par la Cour des comptes. D'une part, par le gel de l'octroi des fractions de TVA de 1,2 milliard, la hausse du taux de cotisation à la CNRACL pour 1,4 milliard, les variables d'ajustement pour 487 millions et des réductions de crédits budgétaires, dont le fonds vert pour 1,3 milliard et aussi le DILICO, donc le gel des recettes, le lissage des recettes pour 1 milliard d'euros. En 2026, l'effort qui est demandé aux collectivités sera fortement réduit et avoisinera les 2 milliards d'euros. Assouplissement du DILICO, le montant total prélevé de 740 millions en 2026 contre 2 milliards l'année précédente qui avait été initialement prévu dans le texte initial. Maintien du FCTVA également pour les dépenses de fonctionnement, pour les entretiens des bâtiments publics et de la voirie et réseaux, fourniture des services informatiques.
Et il y aura une minoration de 19,3% de l'allocation compensatrice pour les locaux industriels. Maintenant, nous passons aux principales mesures du PLF 2026. Donc le PLF, c'est le projet de loi de finances 2026. En matière de dotation, l'enveloppe de la DGF est reconduite à son niveau de 2025 à périmètre constant, après 3 années de hausse consécutive. Si cette enveloppe reste stable, une variation est encore possible dans la répartition entre les communes. Au sein de l'enveloppe, la dotation de solidarité urbaine progresse de 140 millions et la dotation de solidarité rurale de 150 millions, dont 60% au moins répartis sur la fraction de péréquation. L'enveloppe allouée à la DNP reste stable et le montant est gelé depuis 2016. Les variables d'ajustement. Donc, chaque année, certaines dotations sont diminuées pour atténuer des hausses constatées sur d'autres transferts de l'État versés aux collectivités. Ainsi, en 2026, des pertes de ressources pour le bloc communal sont prévues à hauteur de 368 millions d'euros et concernent diverses taxes. Je vous ai moins 50 millions sur les FDPTT, 130 millions sur... enfin, c'est tout un tas de taxes pour les EPCI. Voilà. En tout un tas de causes, pour la commune, ce serait une perte d'environ 45 000 euros. En matière de fiscalité, le coefficient de revalorisation des valeurs locatives cadastrales décidé par l'État est de 0,8%, soit une augmentation pour notre commune de 36 400 euros. Minoration par ailleurs de 19,3% de l'allocation compensatrice locaux industriels, tant en taxe foncière propriété bâtie qu'en contribution foncière des entreprises en CFE, soit une perte pour notre commune, de recettes de 11 150 euros. Il est prévu aussi au 1er janvier 2027 une fusion des taxes sur les logements vacants et de la taxe d'habitation sur les locaux vacants vers une nouvelle taxe qui va s'appeler la TVLH, la taxe sur la vacance des locaux d'habitation. Il y a également des soutiens à l'investissement local de prévu. Donc, en ce qui concerne la DETR, avec un maintien de l'enveloppe de 1 milliard qui est gelé depuis 2018. Pour la DSIL, 220 millions d'euros, soit une diminution de 200 millions après déjà moins 150 millions en 2025. Pour le fonds vert, 837 millions 5, soit une diminution de 313 millions par rapport à 2025 également. Voilà pour le contexte économique. Nous allons passer maintenant au budget principal 2026 avec les évolutions des dépenses de fonctionnement. Mais on va commencer par le contexte financier de notre commune, de notre budget, avec le résultat de l'exercice 2025 qui est très, très, très bon. Alors, un rappel, en investissement, les dépenses ont été réalisées à hauteur de 1 565 195 000 euros. Je vous fais grâce des centimes, hein. Pour les recettes, nous avons investi 3 791 096 euros, soit un résultat d'exercice positif de 2 225 901 euros. Nous avions en résultat de clôture N-1 un déficit de 1 867 659, ce qui nous donne un résultat d'exercice 2025 de 358 241 euros. À cela, nous devons déduire des restes à réaliser en dépenses pour 133 103 euros et des restes à réaliser en recettes pour 212 717, ce qui nous donne un résultat de clôture positif en investissement de 437 854 euros. En fonctionnement, nous avons eu des dépenses pour 4 737 626 euros, des recettes pour 5 320 358 euros, ce qui nous donne un résultat d'exercice de 582 732 euros. Nous avions un excédent reporté de 1 144 013 euros, ce qui nous donne 1 726 745 euros. Il n'y a pas besoin d'affecter du fonctionnement sur l'investissement puisque celui-ci est positif. Nous avons donc un résultat net en fonctionnement de 1 726 745 euros pour démarrer l'exercice 2026. Donc, on part dans de bonnes conditions.
Nous avons ensuite un tableau qui reprend tout le mandat précédent, finalement, toute l'évolution du mandat précédent. Donc, on voit dans les deux premières colonnes, ce sont en fonctionnement, les dépenses et les recettes. Donc, vous voyez que les dépenses comme les recettes ont progressé entre 2020 et 2025. Et que les résultats positifs ont commencé à 277 000, 300 000, 400 000 et on finit avec 582 732 de résultats pour 2025. Les excédents reportés, ensuite la colonne des excédents reportés, euh, qui se rajoute aux résultats d'exercice. Ensuite, nous avons l'investissement, tant en dépenses qu'en recettes. Donc, vous voyez que chaque année, nous avons réalisé un peu plus de 1 million souvent de dépenses, et surtout en 2024, avec Petite Ville de demain, nos gros investissements, ce qui explique ce montant de 4 527 942 en dépenses d'investissement en 2024. Et vous voyez en face, en recettes, les recettes, donc les subventions comprises sur 2024 et 2025, ce qui fait que nous avons une situation positive en investissement. Nous avons eu des besoins d'affectation sur 3 années seulement, mais aussi 3 années sans besoin d'affectation. Et nous avons donc un fonds de roulement au 31/12/2025 de 1 726 745. Nous avions débuté, vous voyez, en 2020 à 1 302 885. Donc malgré tous nos investissements, nous avons progressé dans notre fonds de roulement. On passe ensuite aux dépenses qui, avec une hausse de moins de 1%, les dépenses de fonctionnement sont stables de budget primitif à budget primitif, hein. C'est ce que vous voyez en jaune. Voilà. Alors, on va les détailler. Au chapitre 11, pardon, les charges à caractère général. Donc, ces charges qui sont indispensables au fonctionnement quotidien des services municipaux, ça concerne les fluides, les assurances, les dépenses diverses. Elles sont stables, pas de hausse significative prévue malgré le contexte international. L'intégration du budget de la Caisse des écoles entraîne une augmentation de ce chapitre, toutefois compensée par une diminution équivalente au chapitre 65. Donc, ah oui. Donc, et grâce à la stratégie d'achat de l'UGAP, les prix de l'énergie devraient rester stables en matière de gaz et d'électricité. Et les services restent toujours vigilants dans la gestion de leurs dépenses, des dépenses. Au chapitre 12, qui sont les charges du personnel, de budget primitif à budget primitif, les charges de personnel sont en hausse de 2,06% pour prendre en compte l'augmentation du taux de cotisation de la CNRACL de la part patronale qui est passée de 34,36% à 37,65%. Il faut savoir que cette cotisation devra atteindre le taux de 43,65% en 2028. Donc, on a encore des augmentations prévues. On a prévu également le salaire d'un 4e policier municipal qui est chiffré sur 4 mois, puisque potentiellement il pourrait être engagé en mois de septembre, de même que le salaire d'un éventuel nouveau chef de projet sur 6 mois, pour PVD si PVD se poursuit. Pour le chapitre 14 des atténuations de produits, ce chapitre comprend donc les contributions que la collectivité doit reverser à l'État. Il s'agit du FNGIR, du FPIC et du prélèvement SRU c'est le prélèvement, les pénalités dues au manque de logements sociaux. Ainsi que dans ces atténuations de produits, on trouve aussi les dégrèvements accordés en matière de taxes foncières pour les jeunes agriculteurs. Et donc ce chapitre se maintient au niveau de celui de 2025. Au chapitre 65, les autres charges de gestion courante, ce sont les subventions aux associations, le CCAS, les indemnités des élus, les participations intercommunales. Ce poste de dépense est en baisse suite à l'intégration du budget de la Caisse des écoles. Il comptabilise notamment le versement de la participation au fonctionnement de la maison de santé cette année à hauteur de 40 000 € contre 54 000 € en 2025,
et le versement de la participation au fonctionnement du CCAS à hauteur de 30 150 € contre 21 200 en 2025. Les intérêts de la dette maintenant. Vous trouverez sur ce diaporama les emprunts en cours. Donc, nous en avons 6. Donc, le premier, c'était pour l'acquisition des anciens services techniques et d'une salle de motricité, et cet emprunt va se terminer en 2027. Non, 27. Ensuite, vous avez les acquisitions du box. Bah, ce prêt, il est autofinancé par les loyers des box loués par la commune. Voilà, les garages. Oui. Ensuite, vous avez le prêt de l'aménagement de l'espace Simone Veil quand il a été créé. Donc, vous voyez, là, c'est un prêt sans intérêt parce que nous avions eu à l'époque un emprunt avec zéro de taux, de taux, je cherchais le nom. Voilà, grâce à la Caisse des dépôts. Ensuite, vous avez l'emprunt de la maison de santé. Normalement, il n'est pas sur le budget de la commune, hein. La maison de santé, elle est gérée sur le budget ZIA, mais on vous le présente ici. Donc, un montant de 560 000 €. Enfin, il reste un encours à 520 000 au 31/12. Et puis, voilà. Mais il est aussi financé par, en partie, la subvention que verse le budget de la commune. Ensuite, nous avons les travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire. Donc, voilà. Et ensuite, le programme PVD, nous avions fait un prêt de 300 000 € en 2024, là, sur 7 ans. Donc, il va aussi s'éteindre très prochainement. Donc, vous avez ensuite le profil d'extinction de la dette. Donc, on voit bien que d'ici 2032, la fin du mandat, nous avons 2 emprunts qui se terminent. Donc, ce qui nous donne des marges de manœuvre pour faire de nouveaux travaux, de nouveaux prêts, si besoin. Voilà pour le profil d'extinction de la dette. Ensuite, nous passons à l'évolution des recettes de fonctionnement. Et de même que les dépenses, hein, les recettes réelles de fonctionnement se maintiennent au niveau de 2025, avec toutefois une légère progression de 1,2%. En matière d'impôts et taxes, de fiscalité locale, il constitue, vous savez, le premier poste de recette de fonctionnement de la ville. Comme chaque année, la revalorisation des valeurs locatives augmente mécaniquement les recettes fiscales, alors que pour les taux d'imposition locaux, il n'y a aucune augmentation. En 2026, la revalorisation des valeurs locatives, donc fixée par l'État, est de 0,8%. Donc, nous n'avions pas, au moment de faire ce ROB, le produit fiscal pour l'année 2026. Donc, nous avions indiqué le même montant que 2025, à savoir 2 255 000 €. Le produit des IFER, donc des éoliennes, est désormais perçu de manière régulière et se situe à 33 915 € pour l'année 2026. La taxe sur les pylônes électriques augmente comme chaque année, de plus 4 698 en 2026 et 8 685 en 2025. Voilà. En ce qui concerne les dotations, participations et subventions, le chapitre 74. Donc, depuis 2018, les dotations de l'État sont en hausse sont régulièrement en hausse, et encore de plus de 1 669 € en 2025. L'enveloppe globale, qui est destinée aux dotations de collectivités, donc reste stable. Néanmoins, la répartition se fait au regard de critères spécifiques en fonction des caractéristiques particulières des communes. Donc, on ne sait jamais d'avance comment la répartition sera faite. Il faut savoir qu'à ce jour, nous n'avons toujours pas reçu le montant des dotations fixées pour notre commune. Ils seront normalement notifiés début avril et on l'intégrera dans le vote des budgets si ça arrive avant notre vote des budgets. Le chapitre 74 est également en baisse d'environ 60 000 €. Pourquoi? Eh bien, parce que des subventions exceptionnelles qui avaient été perçues, pardon, de la CAF et de la MSA pour le financement de différents projets de l'espace Simone Veil, voilà,
Et là, cette année, on ne devrait pas avoir le même montant. Néanmoins, la subvention de fonctionnement de la CAF de l'espace Simone Veil se maintient et la dotation France Service est en augmentation, elle, de 2 500 euros. Et enfin, la subvention du poste du chef de projet PVD sera calculée sur 3 mois de salaire au lieu de 12. Mais ça, on verra aussi en fonction de si on recrute un nouveau chef de projet et si le PVD se poursuit. Maintenant, au chapitre 70 et 75, pour les produits des services du domaine et ventes diverses, bah, ce chapitre regroupe notamment le produit des services facturés, pardon. Donc, il n'y a pas de variation notable pour ce chapitre, puisque les tarifs divers sont prévus, sont reconduits, les tarifs qui sont actuellement connus. Les autres produits de gestion courante, bah, ce chapitre regroupe principalement les revenus des immeubles qui sont stables. Donc, il n'y a pas d'évolution. Après, je vais vous parler de la CAF brute et la CAF nette. Donc, la CAF brute, c'est les recettes moins les dépenses. C'est l'autofinancement dégagé par notre budget. Donc, vous voyez qu'il est en progression constante. Et, cette CAF brute doit nous permettre de payer en priorité le capital de nos emprunts. Et donc, une fois qu'on a payé le capital de nos emprunts, ça s'appelle la CAF nette. Et vous avez le graphe suivant qui montre bien que notre CAF nette augmente, donc notre capacité d'autofinancement augmente. Quelques ratios maintenant, donc par rapport aux chiffres 2025 et en comparaison avec ceux issus du rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale de 2024. Donc pour les recettes de fonctionnement par habitant, nous comptons 1 186,23 € pour une commune de même strate et elle est de 1 278 €. Pour les dépenses de fonctionnement par habitant, nous comptons 998,66 € pour une commune de même strate, c'est 1 057 € par habitant. Les dotations de l'État par habitant, pour nous, c'est 166,28 € pour une commune de même strate, c'est 160 € par habitant. Pour le produit fiscal par habitant, pour nous, c'est 575 065 € et pour une commune de même strate, c'est 601 € par habitant. Le taux d'endettement maintenant, il est de 23,59% pour une commune de même strate. Ailleurs, il est de 58,9%. Donc vous voyez qu'on est très bien situé en matière d'endettement. Et la dette par habitant, ben, elle suit ça, donc 279,94 € contre 753 € par habitant pour une commune de même strate. Les indicateurs financiers, donc notre épargne brute est de 839 179 € en 2025, contre, vous voyez, beaucoup moins en 2024, 2023, 2022. Le taux d'épargne brute est de 16% en 2025. Donc, vous voyez, là aussi, il augmente. Et la capacité de désendettement, elle est de 1,99 ans en 2025, contre 2 ans en 2024. Et voilà. Donc là, on vous a fait un petit tableau qui vous explique, vous voyez, donc plus on se rapproche, par exemple pour la capacité de désendettement, plus on se rapproche des 10 ans, voilà, ça devient un seuil de vigilance, et 12 ans, là, c'est le seuil d'alerte, le trésorier est dans nos bureaux. Vous voyez, nous, on est très bien situés puisqu'on est tout en bas avec à peine 2 années pour 2025. Et de même, pour le taux d'épargne brut, le seuil d'alerte est de 7%. Et nous, ben, on termine à 16%, donc on est effectivement très bien classé. Quelques mots pour vous laisser le temps de boire un verre d'eau. Merci. Avant qu'on entre ensuite dans la déclinaison donc sur ce contexte, je crois qu'il est important de dire quelques mots. Nous sommes en début de mandature et donc c'est l'opportunité aussi de voir si euh, une majorité nouvellement élue a les moyens de ses ambitions. La réponse, chacun l'aura compris, c'est oui. C'est d'autant plus oui que nous n'avons jamais autant investi qu'au cours du précédent mandat et que nous n'avons jamais eu une situation aussi favorable dès le début de mandat. Donc, quand on peut penser parfois que nous pourrions avoir des propositions catalogues, on a plutôt des propositions qui sont réalistes
et qui sont le fruit d'une bonne gestion. La rigueur a été de mise durant ces 6 dernières années et nos concitoyens peuvent comprendre que les cordons de la bourse sont bien tenus et que les comptes sont réglés et en ordre. Avec, vous l'avez constaté, un endettement extrêmement faible, une capacité à pouvoir mobiliser l'emprunt avant même la mi-mandat au moins équivalente à ce que nous avons eu au cours du précédent, c'est-à-dire sans dégrader ces ratios-là. Donc c'est quand même à l'appui d'un fonds de roulement de plus d'1 700 000 euros, c'est-à-dire c'est finalement cette épargne qui grossit donc chaque année. Deux éléments majeurs pour concrétiser nos engagements pris devant nos concitoyens. Et puis un élément aussi qui est important, c'est, je rappelle souvent la place particulière de cette commune. Elle est aujourd'hui reconnue. Vous n'aurez pas manqué de remarquer dans le graphique qui prend en compte les différentes dotations, qu'il y a une dotation qui a particulièrement augmenté. Elle s'appelle la dotation centre-bourg. Ça, c'est la résultante d'une commune qui s'inscrit pleinement comme étant aujourd'hui un pôle d'équilibre et qui continue d'investir pour être un pôle d'équilibre et non pas un pôle atone qui se referme sur lui-même, voire même craint d'avoir ce rôle à jouer. Ce rôle à jouer aujourd'hui nous est reconnu. Nous savons que quand nous investissons dans des structures sportives, quand nous refaisons un centre-ville, ça ne bénéficie pas, loin s'en faut, qu'aux Agervillois. C'est ça ce rôle d'un centre-bourg. Nous investissons pour un environnement. L'État nous le reconnaît. Il nous reconnaît ce rôle et donc il nous accompagne à travers cette dotation, laquelle a été, je dirais, consacrée aussi, cet accompagnement, avec le dispositif Petite Ville de demain, dont la ville a été lauréate donc fin d'année 2020. Nous entendons bien à nouveau pouvoir être lauréat pour la deuxième série Petite Ville de demain, avec donc toujours cette ambition, cette capacité à pouvoir répondre aux besoins des habitants tout en conservant des équilibres, en conservant notre autonomie financière et naturellement, je dirais, notre état d'esprit et ce qui fait que Angerville aujourd'hui se distingue particulièrement et que surtout compte tenu de son implantation géographique. C'est des éléments quand même qui me semblaient importants à rappeler, notamment pour celles et ceux qui nous suivent et qui pourraient parfois s'inquiéter. Je pense qu'il n'y a absolument pas nature à s'inquiéter et au contraire, plutôt de se réjouir et de se dire que les finances ont été bien tenues et que chacun sache qu'elles le seront à nouveau de la même manière. Et naturellement, les documents que nous avons projetés pour vous, mes chers collègues, ce soir et que nos concitoyens ne peuvent pas suivre. Alors, ça va s'améliorer. On va bientôt moderniser aussi nos outils de retransmission du conseil municipal parce que je remercie les personnes physiquement présentes, mais nous savons que nous sommes de plus en plus soit suivis en direct, soit en différé. Et c'est vrai que c'est assez frustrant d'entendre des présentations de chiffres sans les voir. Et par souci de transparence et parce que c'est par là que commence aussi l'association à la démocratie de proximité, eh bien, on va faire légèrement évoluer la retransmission du conseil pour que lorsque pardon, on vous diffuse un support, lorsqu'on vous parle de chiffres et de graphiques, eh bien, celles et ceux qui nous suivent en direct ou en différé puissent les voir aussi à l'instant T. C'est quand même mieux d'avoir l'illustration du commentaire que d'avoir simplement à devoir aller chercher le document et essayer de suivre au fur et à mesure de la présentation. Voilà pour ces petits éléments de rappel contextuel qui nous permettent donc maintenant d'entrer dans le vif du sujet que sont nos orientations, c'est-à-dire avec cette situation, qu'entendons-nous faire durant cette première année de mandature. Et je redonne la parole à Madame Ambroso-Tadi. Les orientations budgétaires. Donc, l'exercice budgétaire 2026 donc, s'inscrit dans un contexte particulier, marqué par le renouvellement du conseil municipal et l'ouverture d'une nouvelle mandature. Cette première année constitue une phase structurante consacrée à la définition et à la programmation des projets du mandat. Dans un environnement national toujours marqué par la volonté de redressement de comptes publics et une stabilisation globale des dotations de l'État, la commune entend adopter une gestion financière responsable et prudente. Ainsi, les orientations pour 2026 reposent sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, notamment les charges à caractère général, maintenues à un niveau stable grâce à une gestion rigoureuse. Une évolution maîtrisée des charges de personnel, intégrant les hausses réglementaires et les besoins liés à l'organisation des services, et une vigilance accrue face à la baisse de certaines dotations et mécanismes compensatoires impactant les marges de manœuvre de la collectivité. Dans un souci de préservation du pouvoir d'achat des administrés, la municipalité fait le choix de ne pas augmenter les taux d'imposition locaux et de s'appuyer uniquement sur la revalorisation nationale des bases fiscales de 0,8% en 2026 pour faire évoluer les recettes. La commune s'attache également à maintenir un niveau d'épargne satisfaisant, condition indispensable pour financer les investissements sans recours excessivement à l'emprunt
et préserver l'équilibre financier à moyen et long terme. Le niveau d'épargne attendu, conjugué à un résultat excédentaire, permettra d'autofinancer une part importante des investissements programmés. Les orientations budgétaires s'inscrivent donc dans une logique de planification à l'échelle du mandat, hiérarchisation des priorités d'investissement et recherche systématiquement de cofinancement, que ce soit par l'État, la région, la CAF ou tout autre. L'objectif étant de garantir une trajectoire financière soutenable, compatible avec les ambitions du projet municipal. Le programme d'investissement, donc nous allons donc cette année, nous avons donc prévu pour cette année, pour le groupe scolaire d'investir 80 200 €, dont 20 000 € d'études pour la création de la cour Oasis. Pour les structures sportives, 55 000 € consacrés au stade et au tennis. En voirie, 374 600 avec notamment la réalisation de voies douces pour les hameaux de Westreville et Villeneuve. En éclairage public, 123 500 € avec le déploiement de l'éclairage public solaire en LED chemin Jousset. En mobilier urbain, 39 200 €. En travaux sur bâtiments divers, 54 298 € avec la rénovation, entre autres, de l'hôtel de l'église de Demerville. En outillage divers et véhicules pour les services techniques, 146 100 €, dont 90 900 € pour l'acquisition d'une nouvelle nacelle. Et pour des équipements pour la police municipale à hauteur de 16 100 € pour de l'armement, caméras piétons et radars. Merci. Donc avant qu'on ne puisse effectivement passer au budget annexe, et avant que je n'ouvre au débat, quelques précisions. Donc, comme vous l'a rappelé madame Brosotadi, la première année d'une mandature, c'est celle de la structuration des projets au long cours, de leur programmation et naturellement des études que nous allons pouvoir lancer. Du coup, je me permets d'ajouter un petit complément qui est quand même important dans le programme d'investissement. Sur la deuxième ligne qui concerne les structures sportives, les 55 000 € consacrés au stade et au tennis, c'est en termes d'études, à l'instar aussi de ce qui est proposé sur la ligne du dessus pour les cours Oasis. Donc, on va pouvoir aujourd'hui déterminer le coût des projets, hein, la création d'un synthétique sur le stade municipal ou encore la création de padel au niveau du tennis. Les cours Oasis, nous avons déjà 300 et quelques mille d'euros qui ont été acquis au cours de la précédente mandature dans le cadre du contrat d'aménagement régional. On va pouvoir entamer maintenant les études et surtout la concertation avec les enseignants et les parents d'élèves pour totalement renaturer les 4 cours du groupe scolaire, hein, puisqu'on a 2 en élémentaire et 2 en maternelle. Donc vous voyez qu'on est, à poser les premiers jalons de ce qui, va ensuite structurer les investissements, de la mandature. Voilà mes chers collègues, ce que, nous voulions, vous présenter à la fois en termes de contexte dans lequel s'inscrit, cette préparation budgétaire, hein, assez incertain pardon, ce contexte, notamment au niveau international avec, nous ne savons pas encore, des effets, possiblement sur, des, variations, de certains indices, mais pour l'instant, en tous les cas, vous voyez que notre situation financière, elle permet justement, possiblement, s'il devait y avoir du remous, d'amortir plus que confortablement, ces situations et parce que c'était la volonté d'avoir, dès le début de la mandature, une situation qui, nous permette de faire face à toutes les situations et puis, des premiers éléments qui, démontrent la mise en œuvre rapidement et la concrétisation à terme des grands enjeux et des objectifs que nous avons, soumis au vote de nos concitoyens. Mes chers collègues, donc j'ouvre désormais au débat et aux questions, s'il y en a donc sur le budget principal, avant que nous n'allions ensuite sur, les, budgets annexes. Pas d'intervention? Parfait. Eh bien, je vous propose que nous poursuivions avec le budget de la zone industrielle et artisanale qui, surtout aujourd'hui, sert à la maison de santé. Madame Ambrosiotti. Oui, donc ce budget ZIA, ce qu'on appelle ZIA, hein, mais il comprend, je vais peut-être rappeler ce qu'il comprend. Bon, non, on va le dire après. C'est pas la peine. Donc, avec le résultat d'exercice 2025, on commence par ça. En investissement, donc des dépenses à hauteur de 132 531, des recettes pour 99 355 €, soit un résultat d'exercice déficitaire de 33 176 €. Mais nous avions à la clôture d'exercice N-1 112 628 €, ce qui donne finalement un résultat d'exercice positif de 79 452, sur lequel on doit retrancher des restes à réaliser en dépenses de 2 645 €, ce qui nous donne un résultat de clôture de 76 806 €. En fonctionnement, des dépenses pour 244 716 €,
et des recettes pour 257 310 euros, soit un résultat d'exercice de 12 594 euros. L'excédent reporté était de 83 745 euros, ce qui nous donne un total de bénéficiaires donc de 96 339 euros. En matière de dépenses réelles de fonctionnement, donc ces dépenses concernent principalement les frais de fonctionnement de la maison de santé. Elles sont en augmentation de 16,52% en 2026 de BP à BP, parce que cette augmentation est liée à l'ouverture de nouveaux crédits pour permettre de réaliser des études pour le projet commercial qui est actuellement en cours de discussion. C'est pour ça qu'on a augmenté ce BP. Euh, non, non, ça n'a rien à voir avec ce sont c'est un projet commercial, mais pas. Oui, parce que donc dans ce budget annexe, donc on gère la maison de santé, on gère aussi des antennes téléphoniques de Orange et SFR, et on envisage, si on acquiert des locaux commerciaux, de pouvoir aussi le gérer dans ce budget. Voilà. En recettes, donc, ben voilà, les recettes tiennent compte des loyers des antennes téléphoniques et des loyers des professionnels de santé. Elles sont prévues en hausse avec une année complète des loyers pour les locaux du deuxième étage qui sont maintenant sur une année complète. Et donc, le budget, il est toujours équilibré par une subvention que verse le budget de la commune. Et cette année, cette subvention sera de 40 000 euros alors qu'elle était de 54 000 euros l'année dernière, en 2025. Voilà. Ça permet donc d'équilibrer le budget et de financer l'emprunt. Un budget qui tourne bien et vous l'avez compris, sur lequel on va s'adosser. C'est ce que vous évoquiez, Madame Ambroise-Otadi, à l'instant, sur le soutien économique à l'action du cœur de ville et notamment sur la maîtrise des locaux commerciaux et la reprise en main de ceux-ci. Beaucoup de communes, d'ailleurs, ont eu recours à cette stratégie afin d'éviter, vous le savez, ce phénomène qui commence aussi maintenant un peu à nous toucher de monofonctionnalité, c'est-à-dire donc de multiplication d'enseignes du même acabit qui n'apportent pas la diversification et l'équilibre recherché. Et donc, grâce aux dispositifs notamment de la région, mais aussi en lien avec la Banque des territoires. C'est à l'appui donc de ce budget que l'on pourra mener ce type d'opération. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, donc sur ce budget annexe, des questions ou des interventions? Je n'en vois pas. Je vous propose de poursuivre donc avec la caisse des écoles. Non, mais attendez, j'ai pas fini avec la section d'investissement qui, Ah, elle, pardon, est oui, le essentiellement budget, oui. composée du remboursement de l'emprunt et des avis des opérations d'ordre. Et donc, pour équilibrer cette section, des dépenses sont inscrites pour d'éventuels travaux de la maison de santé ou d'ailleurs. Et donc, l'annuité de l'emprunt est de 40 000 euros. Ensuite, effectivement, budget caisse des écoles 2026. Donc, en résultat 2025, en investissement, nous avions un report de 361,53 € et en fonctionnement, donc des dépenses de 39 113 euros, des recettes de 36 000 euros, soit un résultat d'exercice de moins 3 113 euros, auquel on ajoutait l'excédent reporté de 5 877 euros, ce qui nous donnait un total de fonctionnement de 2 763,71 euros. Nous avons souhaité intégrer le budget de la caisse des écoles au budget principal. Pourquoi? Donc, dans un souci de simplification financière et d'amélioration de l'efficacité de l'action publique, il est proposé d'engager la dissolution de la caisse des écoles et d'intégrer son budget au budget principal de la commune. La caisse des écoles connaît des difficultés structurelles de gouvernance, notamment liées à l'absence régulière de quorum lors des réunions. Au-delà des difficultés de quorum, il convient de souligner que le fonctionnement de la caisse des écoles est aujourd'hui extrêmement réduit. En pratique, l'instance ne se réunit qu'une seule fois par an à l'occasion du vote de son budget. Dans ces conditions, le maintien d'une structure juridique et budgétaire distincte apparaît peu pertinent dès lors qu'elle ne constitue plus un véritable espace de gouvernance ou de décision. L'intégration au budget principal permettra une meilleure lisibilité des dépenses en faveur des écoles et un pilotage budgétaire plus simple et plus transparent. La suppression d'un budget annexe distinct permettra d'alléger les procédures administratives et de réduire les contraintes de gestion, que ce soit les votes, les comptes séparés, tout ça. Cette évolution est strictement organisationnelle. Les crédits actuellement consacrés aux écoles seront maintenus
et intégrés au budget principal, sous forme d'enveloppes clairement identifiées. L'objectif est de garantir la continuité et la qualité des actions éducatives tout en améliorant leur pilotage. La dissolution de la Caisse des écoles et l'intégration de son budget au budget principal constituent une mesure de simplification, de cohérence et d'efficacité, sans remise en cause du soutien apporté aux établissements scolaires. La dotation est calculée en fonction du nombre d'élèves comptabilisés au 1er janvier dans les effectifs sont les suivants. Pour l'école élémentaire, 331 élèves, donc 5 élèves de moins qu'en 2025. Pour l'école maternelle, 158 élèves, donc 15 élèves de moins qu'en 2025. Donc soit une dotation de 38 600 euros répartie sur les différents articles du budget principal de la commune. Elle baisse de 1 300 euros puisqu'elle suit les effectifs. Merci. Donc oui, cette suppression pour des raisons de simplification. J'ajoute d'ailleurs que le budget de la Caisse des écoles est constitué à 100% de la subvention que la commune verse chaque année. Donc plutôt que de verser chaque année la subvention, on conserve les mêmes modalités de calcul dans le budget principal et on s'affranchit de la rigidité de ce fonctionnement où nous n'arrivons pas à chaque fois à avoir le quorum et on a une relation beaucoup plus directe avec les directeurs d'établissement pour pouvoir ensuite ventiler ces crédits à la fois pour le versement à la coopérative et ensuite tout ce qui concerne les acquisitions de matériel ou éventuellement l'accompagnement à certaines activités éducatives ou de loisirs. Est-ce qu'il y a eh bien, il faudra donc 3 années d'exercice à budget zéro. C'est pour ça qu'on a quand même dû désigner des représentants tout à l'heure, puisqu'on doit constater pendant 3 ans l'absence de budget pour pouvoir dissoudre définitivement le budget de la caisse des écoles. Donc il commencera cette année avec son premier budget à zéro. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions, des interventions sur ce point? Non. Eh bien, je vous propose que nous puissions poursuivre avec le budget du CCAS. Ok, budget du CCAS. On commence par le résultat d'exercice 2025 avec en investissement un report de 5 062 euros et en fonctionnement des dépenses pour 21 741 euros, des recettes pour 21 201 euros, soit un résultat déficitaire de 540,78 euros. Nous avions un excédent de reporté de 6 828 euros, ce qui nous donne un total de 6 287,94 euros. Ensuite, un petit graphe avec les dépenses. Donc, pour l'année 2026, les dépenses sont en hausse de BP à BP. Donc, c'est ce que vous voyez en vert hein, sur l'écran. En raison de la mise en œuvre de la dématérialisation des actes rendus obligatoires au 1er janvier 2026 et de la nécessité d'effectuer des paramétrages qui sont facturés, ainsi que le recours à un abonnement pour la plateforme de transmission. Donc, ce budget est consacré aux aides formulées par les travailleurs sociaux ou sollicitées par les familles qui se présentent au CCAS de la commune. Aux aides alimentaires également, accordées en cas d'urgence pour certains foyers en réelle difficulté. Et à l'organisation également des fêtes de fin d'année des aînés, que ce soit pour les repas et les chocolats. En recettes, donc cette année, le budget communal participe au CCAS pour environ 24 000 euros. C'est 2 779 euros de plus que l'année précédente. Ce delta se justifie par l'excédent repris à la section de fonctionnement moins important et aussi à l'augmentation des dépenses de maintenance informatique évoquées tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions donc, sur ce dernier budget annexe qui concerne donc, notre centre communal d'action sociale? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de prendre acte de la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Donc, c'est pas une approbation de son contenu, c'est une prise d'acte qui vous a bien été présentée. Néanmoins, il me faut vous faire voter. Donc, est-ce que vous prenez acte qu'il y a été présenté? Est-ce qu'il y a des votes contre la présentation? Des abstentions? À l'unanimité, il est donc pris acte de la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Je vous en remercie. Nous poursuivons avec le point 14. Il concerne le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées qui s'est réunie donc le 25 février dernier. Je vous épargne les articles du code des impôts et tout ce que cela entraîne. Retenez que la commission locale d'évaluation des charges transférées est l'instance qui détermine lorsqu'il y a un transfert de charges de la commune vers le PCI ou de l'EPCI vers la commune, la neutralisation de ce coût. Je prends un exemple. Vous avez cette table qui me coûte en fonctionnement chaque année une centaine d'euros. Demain, l'agglomération devient compétente en termes de table du conseil municipal.
Donc, nous allons lui transférer cette gestion, mais par conséquent, comme le transfert doit être neutralisé, il ne doit pas coûter à l'instant T à l'agglomération, cette dernière va retrancher de ce qu'elle nous reverse chaque année au titre de l'ancienne fiscalité économique qu'elle perçoit à notre place, la même somme que l'année dernière, retranchée d'une centaine d'euros, puisque désormais c'est elle qui assure à notre place la charge de cette table. Par contre, dans les années à venir, si sur cette table elle décide de faire des travaux, de la changer, de la rendre différente et plus coûteuse à entretenir, il appartiendra à l'agglomération de faire face à cette augmentation de charge, puisqu'elle sera nouvelle, mais on gèlera donc dans la collecte ce montant. Alors, au cas particulier de la collecte qui s'est réunie la fois dernière, elle doit acter du transfert vers le PCI d'une subvention que nous avons reçue au titre de la loi pour la compétence petite enfance, puisque vous savez que la loi a changé et que la compétence d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant s'est vue reconnaître et affirmée dans la loi auprès des communes. Fort heureusement, notre commune n'exerce plus cette compétence puisqu'elle l'a transférée à l'agglomération. Et donc, par conséquent, nous allons donc transférer à l'agglomération l'aide que nous avions touchée en ce sens et qui est donc calculée au titre de l'année donc 2025 à hauteur donc de 24, ouais, je suis en train de chercher, 24 393 euros pour la commune. Et puis on a une régularisation au titre du pluvial urbain, mais qui ne concerne pas la commune. Voilà, mes chers collègues, donc sur ce rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Mais s'il y a des questions, des observations, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ouvre au débat. Je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, le rapport est adopté. Nous arrivons donc aux divers. Les divers concernent à la fois la lecture des décisions. Vous avez donc les décisions que j'ai eu l'occasion de prendre dans le cadre des délégations de pouvoir qui m'ont été accordées. Je ne sais pas s'ils appellent à des questions, des observations. Il est donc donné acte de leur présentation. Et avant de clôturer donc ce conseil municipal, nous avons donc 2 questions orales qui nous ont été adressées par le groupe Agir pour Angerville, par l'intermédiaire de monsieur Teuvray. Donc, monsieur Teuvray, je vous invite à nous donner lecture de, votre première question. Vous n'avez pas allumé votre micro. Merci. Oui, concernant le fonctionnement du méthaniseur, une réunion sous-préfecture devait avoir lieu le 26 juin 2025 à 17 heures, devant aborder la mise en place d'un comité de vigilance citoyenne. Cette réunion a été annulée sans motif apparent. Donc maintenant que la période électorale est passée, qu'en est-il de la mise en place de ce comité de vigilance citoyenne qui avait été approuvé par le sous-préfet et par vous-même? Et est-ce qu'une nouvelle réunion va être programmée et si oui, à quelle date? Merci. Donc à date, pas de réunion. La réunion a été annulée, comme vous le savez, par le sous-préfet. Elle n'a pas été annulée, par moi-même, ni qui que ce soit d'autre. Donc je pense que celui-ci attendait ensuite la fin de la période de réserve qui suivait avec, l'élection municipale. Donc je ne manquerai pas de lui en reparler pour savoir quelle suite il entend donner. Mais, la date avait bien été fixée, par lui-même et elle a été annulée, par lui-même. Il n'y avait pas de motif particulier à l'annulation? Pas à ma connaissance. D'accord. J'imagine des contraintes, d'agenda et donc, il y aura la capacité, de pouvoir lui reposer la question. Je vous invite à me lire votre deuxième question. Oui, concernant le forage effectué sur le site de la Rigondaine, où en est le projet de raccordement au réseau de distribution de l'eau sur la commune? Alors, ce que je peux vous dire, à date, l'agglomération qui donc a la compétence en est à l'étape finale. On vient d'intégrer ce qu'on appelle la vulnérabilité de l'aire d'alimentation de captage. Ce captage s'appellera Angerville 3, puisque nous avons 2 forages au niveau du château d'eau actuel, donc celui-ci constituera le troisième. Il y a un comité de pilotage qui s'est réuni le 4 février dernier, en lien donc, avec, notamment l'agence de l'eau, et un rapport provisoire complet a été transmis à l'agence régionale de santé le 24 mars dernier pour, recueillir les observations donc de l'hydrogéologue pardon, désigné. Une fois qu'on aura ce retour de l'avis de l'ARS, on pourra engager ce qu'on appelle la phase d'enquête publique pour définir le périmètre de protection. Donc il y aura une consultation qui est en cours actuellement, en parallèle, pour ensuite envisager le raccordement de ce futur forage au réseau d'alimentation existant. Puis ensuite, les prises d'arrêté pour les déclarations d'utilité publique avec le périmètre et la faisabilité technique pourront être mis en œuvre. Et donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que la suite se déroulera en 4 volets parallèles.
On aura donc la constitution du dossier de déclaration d'utilité publique au titre du Code de la santé publique. Il y aura un examen environnemental avec un dossier au cas par cas, donc avec étude d'impact éventuelle, ce qui normalement n'est pas le cas pour un forage en alimentation en eau. Une enquête publique qui sera menée par la direction départementale des territoires et ensuite les arrêtés préfectoraux de déclaration d'utilité publique et d'autorisation de prélèvement et de distribution. En parallèle de cette procédure administrative, l'agglomération va engager donc les études préliminaires pour la proposition de plusieurs scénarios et le choix d'un scénario à la fin pour mettre en œuvre la phase de travaux qui permettra donc de retenir le meilleur des scénarios et de le mettre en œuvre pour pouvoir exploiter ce forage. Et si on devait se projeter dans un calendrier en termes de délai, la phase de travaux pourrait avoir lieu sur l'année 2027, enfin fin 27, début 28. C'est très très long à partir du moment, enfin pour les forages. Bah, d'ailleurs, vous vous souvenez, on en parlait déjà il y a 2 mandats et on en parlait sous mon prédécesseur. Néanmoins, on a franchi les étapes les plus importantes, c'était celui d'avoir un forage. Là maintenant, on est dans la partie administrative. Les qualités en plus sont excellemment bonnes. Elles ont révélé de très bonnes surprises. Donc d'ici fin 2026, on devrait avoir le dossier de consultation de déclaration d'utilité publique, avec ensuite les examens, enquêtes publiques, etc. En parallèle, on va faire les études préliminaires avec les scénarios pour la phase travaux, puisqu'on va avancer donc de concert. Et fin 2027, on devrait avoir les arrêtés préfectoraux qui permettront la mise en exploitation et donc lancer les travaux de raccordement pour une mise en service début 28. Et donc en termes de, je dirais, de scénario, 2, édifier un château d'eau ou via un surpresseur se raccorder directement au réseau existant. Et donc l'idée, ça va être de voir quel est le scénario le plus fonctionnel et le plus budgétairement opérant. Voilà à date ce que je peux vous dire par rapport à ce forage. On est plus proche de la fin que du début, et tant mieux. Très bien, merci. Voilà mes chers collègues, l'ordre du jour est épuisé. Je vous rappelle que notre prochaine séance du conseil municipal est fixée au mardi 14 avril, ici même à 20 h. Nous déclinerons donc en chiffres les grandes orientations que nous avons définies à l'instant dans le rapport d'orientation budgétaire. Et pour celles et ceux qui sont friands des séances du conseil communautaire, vous informer que la séance d'installation de la nouvelle mandature du conseil communautaire aura lieu le mardi 7 avril à 19 h à la salle des fêtes de Saclay. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci à toutes et à tous et merci pour à l'administration pour la préparation de cette soirée. Bonne soirée à tous.